Voilà, nous allons terminer cette matinale avec notre second grand invité pour justement évoquer tous les sujets dont on a parlé depuis la revue de presse de ce matin. Ce n'est autre que le président de l'UPR et c'est toujours un immense plaisir que de le retrouver. Et de le retrouver, j'avais prévu 9h30, lui avait prévu 9h15. On a réussi à peu près à se retrouver. Bonjour François Asselineau et bienvenue dans cette Bonjour, bonjour Nicolas Stocker et puis bonjour à tous les auditeurs. Voilà. Très bien, François. Je pense que des sujets à aborder, on va pas en manquer ce matin. Je ne sais même pas s'il faut appeler ça le chaos pour la crise. Est-ce que c'est une crise politique? Macron a l'outrecuidance de parler de crise parlementaire. Bien sûr, la crise, c'est celle des députés qui n'arrivent pas à s'entendre. Ce n'est pas une crise d'État, une crise de régime, une crise Macron. Non, lui n'y est strictement pour rien. On a pu l'entendre d'ailleurs, s'écouter beaucoup parler au Panthéon hier. On va évoquer tous ces sujets. Donc j'aimerais déjà recueillir, je pense, François, votre analyse globale de cette situation qui fait que, alors je crois que il n'y a pas encore l'information, ce sera plutôt autour de midi ou dans l'après-midi, la nomination du nouveau Premier ministre. Alors il ne faut pas dire d'un nouveau Premier ministre, puisqu'il s'agirait, semble-t-il, de Sébastien Lecornu bis repetita. C'est quand même, je pense que vous avez parlé du théâtre de Feydeau, de Marivaux, que dis-je? Non, de Feydeau. Du théâtre de Marivaux. Non, de Feydeau. De Feydeau, vous avez... Oui. L'hôtel du libre-échange, c'est une grande... Ah oui, avec l'hôtel du libre-échange, ça c'est Feydeau. Mais sinon, c'est vrai qu'il y a tous les marivaudages aussi, de la tromperie politique en tout genre. Mais oui, c'est le théâtre de Feydeau, oui, exactement. Donc voilà votre analyse de la situation, le néant, le chaos. D'abord, vous avez raison de souligner un point fondamental, c'est que Macron n'a jamais tort. C'est un principe de base. Il n'a jamais tort. Donc dans sa psyché personnelle, s'il y a des déconvenus, s'il y a des échecs, s'il y a des erreurs, et depuis 2017, il n'y a que ça d'ailleurs, dans absolument tous les domaines, ça n'est jamais de sa faute, c'est toujours de la faute des autres. Voilà. Donc ça, c'est un problème psychiatrique. Il est incapable de reconnaître ses erreurs. Je rappelle ce que disait Confucius en moins 500 avant Jésus-Christ. La seule véritable erreur, c'est de ne pas reconnaître ses erreurs. C'est ça. Donc déjà, jamais on n'aura vu Macron faire un réel mea culpa et encore moins avoir une espèce de rétroaction pour corriger la façon dont il dirige la France. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que je pense que c'est un caractériel, que c'est un espèce d'enfant gâté qui trépigne, qui n'a aucune limite dans aucune direction. Et je pense que le fait d'être son Premier ministre est un enfer. Il a quand même, on va en être au 8e Premier ministre en 8 ans. C'est du jamais vu. Je rappelle que pour se limiter à la Ve République, qui avait quand même des institutions stables par rapport à la 4e République, je rappelle que sous les 12 années, ou même pas, mais 10 ans, excusez-moi, où Charles de Gaulle a été président de la République, entre décembre 1958 et avril 1969, ça fait 10 ans et 4 mois, il a eu 3 premiers ministres. Il a eu Michel Debré, Georges Pompidou et Maurice Couve de Mireville. Donc ça fait à peu près 3 ans, et un peu moins de 3 ans et demi par Premier ministre, si j'ose dire. C'est-à-dire la moitié de ce qui était le mandat du président de la République, qui était de 7 ans. Georges Pompidou, lui, il a commencé il a été élu président, donc il a commencé en juin 69. Il est mort en avril 74, donc il a un peu moins de 5 ans. Il a eu 2 premiers ministres, Chaban-Delmas et Pierre Messmer. S'il n'était pas mort prématurément, il aurait peut-être gardé Pierre Messmer jusqu'au bout, donc il aurait eu 2 premiers ministres en 7 ans lui aussi. Donc on voit bien que dans les débuts de la Ve République, on peut considérer que le mandat d'un Premier ministre était à peu près 3 ans, 3 ans et demi, dans une répartition qui avait été calculée par De Gaulle dans la Constitution de la Ve République, qui était que le président de la République s'occupait de l'essentiel, donc la géopolitique, les grandes alliances internationales, les grands choix économiques, scientifiques, industriels, agricoles, les grandes alliances.
Ça, c'était le rôle du président de la République qui veillait au respect des traités. Enfin, c'est d'ailleurs marqué dans la Constitution. Hein. Il était le garant de l'intégrité du territoire, de l'indépendance nationale et du respect des traités. C'est ça le rôle qui est dévolu par la Constitution, garant de l'indépendance nationale. Et en revanche, le Premier ministre, d'après l'article 20 de la Constitution, eh bien, il dirigeait le gouvernement. Le gouvernement conduit la politique de la nation. Et donc, le président de la République ne s'occupait pas de la gestion au jour le jour de la France. C'était le Premier ministre qui, naturellement, eh bien, recevait l'opprobre inhérent au fait de diriger un État. C'est que petit à petit, on crée des mécontentements, en règle générale, et donc il servait de fusible au président de la République. Tout ça a été largement théorisé tout au long des années 60, 70, 80, 90 du XXe siècle. Mais maintenant, on n'en est plus du tout là, parce que je rappelle quand même que Macron, donc comme je l'ai dit, on en est au 8e Premier ministre en 8 ans. Donc on n'est plus du tout à un rythme d'un Premier ministre tous les 3 ans et demi, on est un Premier ministre par an. Et encore, si on distingue le deuxième mandat, on va en être, si j'ai bien compris, 4e ou 5e Premier ministre depuis 2022. Donc ça s'accélère. Alors pourquoi cette accélération ? D'abord parce que les transferts de souveraineté massifs qui ont eu lieu vers la Commission européenne, vers la Banque centrale européenne, vers la Cour de justice de l'Union européenne, ça c'est au nom des traités européens, vers la Cour européenne des droits de l'homme, ça c'est au nom des traités sur la Cour européenne des droits de l'homme, et vers l'OTAN et à Washington, ça c'est au nom du traité de l'Atlantique Nord, eh bien tous ces transferts ont fini par avoir leur impact, c'est-à-dire que le président de la République a de moins en moins de choses à faire, en fait. Et le Premier ministre, idem, puisque la plupart des grands choix politiques sont décidés par la Commission européenne, la Banque centrale européenne et l'OTAN. Et à ceci s'est ajoutée la réforme du quinquennat qu'a voulu Chirac, je ne sais pas si c'est vraiment lui qui l'a voulu d'ailleurs, mais qui a affaibli le rôle du chef de l'État, puisque justement son mandat revient à échéance plus régulièrement. Et il a maintenant un mandat qui se chevauche avec celui du Premier ministre, le cas échéant, puisque c'est la durée d'une mandature. En fait, la logique du quinquennat eût voulu qu'il y eût une suppression pure et simple du Premier ministre, qu'on ait basculé dans un régime présidentiel à l'américaine, où le président de la République, comme aux États-Unis, est le chef de l'exécutif. C'est lui qui nomme les ministres, mais il n'a pas de Premier ministre. C'est-à-dire, en fait, faire un trait sur cette diarchie, comme ça a été théorisé, diarchie, c'est-à-dire il y avait 2 têtes à la tête de l'exécutif français, tel que l'avait voulu De Gaulle, et qui était intelligent, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, la finalité, c'était que le chef de l'État, il était un peu au-dessus de la mêlée. C'est lui qui s'occupait de l'essentiel, et c'était le Premier ministre qui prenait sur lui toute l'impopularité de la gestion au quotidien. Alors que maintenant, en fait, l'anomalie, si l'on peut dire, c'est qu'à partir du moment où on basculait sur le quinquennat, et qu'en plus, il y a de moins en moins de pouvoir, alors la logique aurait voulu que l'on supprimât le poste même de Premier ministre. Bien. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que depuis la réforme du quinquennat, les relations entre le président de la République et le Premier ministre, qui n'ont jamais été toujours très faciles. Il y a eu des conflits célèbres. On sait qu'en mai 68, De Gaulle s'est brouillé avec Georges Pompidou. Enfin, après quand même, après plus de 5 ans et demi d'idylle, hein, entre 62... Chirac, Giscard... on a eu Chirac, Giscard, voilà, on a eu des conflits, mais ça s'est exacerbé après Giscard. Enfin, c'était même plus un conflit. La haine qu'il y avait entre Sarkozy et François Fillon était devenue légendaire. On avait vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et alors là, avec Macron, vous voyez bien que les personnes qui acceptent d'être son Premier ministre, elles dépérissent à vue d'œil et en fait, elles n'ont qu'une envie, c'est de s'en aller. On a vu les changements physiques d'Édouard Philippe, vous vous rappelez, qui était devenu, que certains avaient appelé le panda. Enfin, il changeait de couleur. On a vu M. Castex. Rappelez-vous que Castex, à la fin, il voulait absolument quitter Matignon et c'était Macron qui l'en empêchait. Vous vous rappelez peut-être, là aussi, on serait cru dans une pièce de Labiche ou de Feydeau. Il voulait s'en aller et Macron dit non, restez encore.
Je parle même pas les derniers en date. Attal, après la législative anticipée de 2024, Attal, il a eu les jambes coupées, il a eu les jarrets coupés, mais rappelez-vous que Macron l'a torturé, si l'on peut dire, puisque Attal est resté Premier ministre pour gérer les affaires courantes entre le mois de juillet 2024 et la nomination de Barnier qui est arrivée tardivement, je crois en septembre, quelque chose comme ça. Barnier, donc lui-même, il a sauté au bout de 3 mois. Bayrou s'est suicidé politiquement. Les gens n'ont pas compris pourquoi il avait demandé d'un seul coup la confiance alors qu'il ne l'avait pas demandé lors de sa nomination. Normalement, il aurait dû la demander lors de sa nomination. Il l'a demandé au bout de 9 mois, si vous voulez, parce qu'au bout de 9 mois, il avait fait une grossesse nerveuse et il s'est dit, il faut absolument que je m'en aille de ce truc, c'est une maison de fous. Donc il s'est suicidé politiquement. Et puis après ça, on a eu donc la nomination comment s'appelle-t-il ? Le Cornu. De Le Cornu. Le Cornu qui... voilà, le cornu. Le cornu, si vous voulez que j'en dise. Alors, il est de bon ton depuis 24 heures de pousser des cris d'allégresse, comme si on avait découvert quelqu'un d'extraordinaire. Un homme d'État. C'est quelqu'un qui... Il a peut-être un petit mérite, c'est qu'il parle... Il donne l'impression de parler un peu plus normalement que les autres. Mais c'est tout. C'est quelqu'un d'extrêmement fourbe. C'est quelqu'un qui a truandé son curriculum vitae. Il y a des gens qui disent que c'est De Gaulle ressuscité. Non. De Gaulle n'aurait pas truandé son curriculum vitae. Et puis là, quand on l'a vu à la télévision l'autre soir, il a cité à de nombreuses reprises Charles de Gaulle en citant le discours de Bayeux, en disant qu'il était gaulliste, mais tout sauf gaulliste, ce monsieur. S'il était gaulliste, la première chose dont il aurait parlé, c'était la souveraineté et l'indépendance nationale. S'il était gaulliste, il n'aurait pas dit qu'on ne pouvait pas faire de dissolution parce que les députés n'en voulaient pas. Évidemment que les députés n'en veulent pas majoritairement, puisque la dissolution revient à leur retirer le job qui leur rapporte, je sais pas, 8 à 9 000 euros par mois. Donc il est évident que si on demande aux députés, il n'y a jamais sauf ceux qui sont assurés a priori d'avoir plus de voix que la fois précédente, c'est-à-dire le Rassemblement national, mais tous les autres partis, ils ont peur de perdre d'une partie de leur siège, donc ils n'en veulent pas. C'est vraiment se moquer du monde. Ça veut dire c'est l'origine des partis, c'est tout ce qu'a combattu De Gaulle. Voilà. Donc on est donc dans cette situation où Macron va devoir choisir un 8e Premier ministre, et je pense que c'est l'enfer sur Terre, parce que je pense que les premiers ministres ne sont pas libres de leur manœuvre. Macron a une gestion très très serrée, il doit avoir des caprices, il doit exiger des tas de choses. D'ailleurs, je trouve assez étonnant que la presse ne s'intéresse pas davantage à cette séquence inouïe en fait que l'on a connue. Le Cornu est nommé le 9 septembre. 27 jours, on n'a jamais vu ça dans l'histoire de la République. Pour 27 jours, il n'avait toujours pas trouvé son gouvernement. Bon, il avait des consultations, mais enfin bon, il n'avait pas l'air de se presser outre mesure quand même. Et puis on a compris que Macron lui avait mis un peu le couteau sous la tempe. D'un seul coup, Macron a fait son caprice, comme ça, comme une espèce de cantatrice italienne. Donc Macron a fait son caprice et lui a demandé de pondre son gouvernement le dimanche soir. Et si j'ai bien compris, il y avait des ministres, il y avait 16 ministres plus 2 ministres délégués, mais il y avait aussi des secrétaires d'État. Et le Cornu n'avait pas tout à fait achevé le coup des secrétaires d'État. Je pense d'ailleurs que dans les secrétaires d'État, mon petit doigt me dit qu'il était possible qu'il y avait des gens comme Bellamy, qui avait déjà dit beaucoup de bien de Le Cornu à la surprise générale. Bon, et donc peut-être que si il y avait eu la publication de l'ensemble du gouvernement, avec mettons par exemple Bellamy, peut-être que Retailleau n'aurait pas fait sa diva en apprenant la nomination de Bruno Le Maire, je ne sais pas. Et donc, à l'évidence, Le Cornu a divulgué la liste des seuls ministres et ministres délégués, donc 18 personnes, en disant que le reste allait suivre. Et puis là, ça a été patatras, c'est-à-dire que bon, ça n'est pas passé, parce que les gens, à moi le premier, on a remarqué quoi ? Qui reprenaient exactement les mêmes. Le gouvernement Le Cornu, c'était le gouvernement Bayrou sans Bayrou, mais avec en plus Bruno Le Maire. Enfin, si j'accepte 2-3 petits changements cosmétiques comme le départ de M. Lombard, mais qui avait laissé aucun souvenir, en fait, M. Lombard, remplacé par M. Lescure,
qui a déjà été ministre de l'Industrie où il a laissé aucun souvenir non plus. Donc tout le monde, ce sont des gens sans épaisseur, en fait. Donc le seul réel changement, finalement, c'était le départ de Bayrou et l'arrivée de Bruno Le Maire. Or, Bruno Le Maire, effectivement, est considéré unanimement sur tous les bancs de l'Assemblée nationale et dans tous les partis politiques français comme une espèce de brêle absolument ahurissante, quelqu'un qui est nul dans tous les domaines. Quand il était ministre de l'Agriculture, il ne savait pas ce que c'était qu'un hectare. Quand il était ministre des Finances, il ne savait pas ce que c'était qu'un compte de résultat. Et il a annoncé qu'il allait détruire l'économie russe. Et là, on le nomme ministre des Armées. On imagine qu'il ne sait même pas ce que c'est qu'un exocet ou ce que c'est qu'un char. Donc, c'était quelque chose qui a semé la perturbation. Et donc, il y a eu un tel torrent de protestations que moi, ma lecture personnelle, peut me tromper, c'est que je pense que M. Lecornu, sa psychologie, je pense que c'est quelqu'un d'assez timide, d'assez dissimulé, d'assez fourbe, d'assez soumis. Il a fait sa carrière, paraît-il, en étant un peu l'amuseur public du couple Macron. Oui, c'est un protégé de Brigitte. Voilà, il paraît, c'est le protégé de Brigitte parce qu'il paraît qu'il faisait des imitations comment dirais-je, de Louis de Funès, peut-être dans le Cornio, c'est le Cornu et le Cornio, oui. Je ne sais pas. Bon, enfin, en attendant, ou le gendarme de Saint-Tropez, ou je ne sais pas quoi. Bon, enfin, je veux dire, c'est incroyable. On est revenu au temps de la Pompadour avec des. Enfin, c'est inouï, quoi. Au moment où la France est en train de s'effondrer dans tous les domaines et qu'on est au bord de la faillite, on a quelqu'un comme ça qui, par la faveur du prince et de la princesse, eh bien, a réussi à se faufiler, mais avec une psychologie qui est celle que je viens de décrire. Je pense que c'est quelqu'un qui doit bouillir sur place. Je pense qu'il a dû donc vivre un enfer pendant les 27 jours. Je pense, d'ailleurs, il y a eu un article de journal, je ne sais plus si c'était dans l'Express ou je ne sais pas quoi, qui disait que c'était sur les hurlements qu'on entendait à Matignon. Il paraît que ça hurlait dans tous les couloirs, parce que je pense que le Cornu, ça doit être un tempérament un peu sanguin et qui doit gueuler dans son cou quand il reçoit un appel de Macron. Enfin, moi, je vois ça comme ça. Et je pense donc que ce qui s'est passé le lundi matin, c'est que s'étant fait insulter par tout le monde et traîner dans la boue dans tous les médias, je pense que le Cornu, il a dû avoir un coup de chaud, un coup de sang, il a dit « bon, c'est ça, je me casse ». Comme a dit « je me casse », je reprends l'expression de M. Le Maire. Bon. Et donc je pense que Macron, qui est un vicieux, qui est un sadique, c'est le seul chef de l'État français, de l'État en France depuis Vercingétorix, à avoir dit publiquement que son souhait principal, c'était d'emmerder les Français, quand même. Je le rappelle, je n'invente rien, il l'a dit et redit au moment du Covid. Donc, je pense qu'il y a dans la psychologie de Macron, il y a l'idée qui est un être profondément narcissique. Là, je pense que pour lui, en ce moment, c'est une espèce de fiesta narcissique, puisqu'il est question de lui, tout le monde s'interroge, qu'est-ce qu'il va décider, etc. Il en sait peut-être d'ailleurs encore rien au passage, mais je pense qu'il y a chez lui ce goût du chat et de la souris. Vous savez, quand vous avez un chat, si vous êtes à la campagne, vous avez un chat, il vous apporte de temps en temps une petite souris qu'il a trouvée dans le jardin, il l'a entre ses crocs, et puis vous le dépose comme un tribut, comme un cadeau, et puis... en général, on tord un peu le nez devant la souris. Et à ce moment-là, le chat, il l'envoie à 5 mètres, puis il va la chercher, etc. Bon, voilà. Il martyrise un petit peu la souris. C'est le jeu du chat et de la souris. Je pense que c'est ça, Macron. C'est-à-dire que Macron, il s'est rendu compte que là, il avait peut-être poussé un petit peu le bouchon un peu loin avec le Cornu, que le Cornu, c'était quand même quelqu'un qui, comme ça, était... parfois, c'est un placide, c'est un timide. Mais vous savez que les timides, parfois, ils explosent. Et donc, à mon avis, c'est ce qui est... Enfin, ma version des choses, contestable sans doute, mais ma version des choses permet de parfaitement expliciter toute la séquence. Parce que si c'est bien ce qui s'est passé, en fait, Macron n'avait pas anticipé l'explosion de Le Cornu, et donc il a dû se dire, merde, là j'ai peut-être un peu poussé le bouchon loin, donc il a accepté la démission, il aurait pu ne pas le faire, il a accepté la démission, puis il a fait venir Le Cornu, puis il a dit, écoutez, cher ami, est-ce que vous pouvez... Et en fait, il lui a redonné, c'est incroyable, il lui a redonné comme job la formation du gouvernement, qui n'était pas parvenu en 27 jours, il lui a demandé de continuer, alors qu'il avait accepté sa démission du poste de Premier ministre. Mais Le Cornu, normalement, si c'était quelqu'un, paraît-il, de gaulien,
il aurait dû dire, allez vous faire cuire un œuf. Évidemment. Et puis il serait parti, il aurait pris un billet d'avion pour aller à Tahiti, et puis il se serait mis les doigts de pied en éventail en attendant que ça se passe. Donc là, pas du tout. Il s'est colté ça. Et donc, voilà, à mon avis, comment ça se passe. Alors maintenant, qu'est-ce que va décider Macron? Les rumeurs les plus folles circulent. J'ai eu des appels téléphoniques. Moi, j'ai plein de journaux, de journalistes des médias du monde entier. Hier, j'ai eu Radio Sputnik de Moscou qui m'a interviewé. J'ai eu Algérie 24 News. J'ai eu Times of India. Enfin, je deviens que... Alors, j'ai évidemment les médias comme le vôtre, les médias de la sphère interne, mais alors, ce qui est sûr, c'est que je reste toujours complètement interdit d'antenne sur tous les médias mainstream de France. C'est certain. C'est assez rigolo, quand même, d'une certaine façon. C'est que, finalement, je vais être plus connu. J'avais fait déjà le journal de l'UTF1 de la première chaîne de télévision thaïlandaise. Enfin, bon, bref. Et donc, j'ai pas mal de gens qui appellent, des journalistes, qui sont effarés de ce qui se passe et qui me demandent comment je vois les choses. Oui. Donc, il y a des bruits qui circulent. Voilà. À Moscou, on se demandait qu'est-ce que je pensais de l'hypothèse Borloo. Bon, moi, Borloo, d'abord, il porte pas bien son nom, hein, parce que c'est pas tout à fait de l'eau il borde pas vraiment l'eau. C'est un mauvais jeu de mots, mais bon, il n'a pas la réputation d'être particulièrement sobre. Sobre. Voilà, il a plutôt la réputation d'être un peu comme jadis Jean-Claude Juncker, vous savez, qui était à Luxembourg. Bon, en plus de ça, il a quand même... Vous avez vu aussi le sénateur, directeur des affaires président de la commission des affaires sociales du Sénat, qui a été retrouvé en bas de chez lui, ivre-mort. Hein. Oui. Il s'appelle Monsieur Mouillet, d'ailleurs. Bon. Il s'appelle Monsieur Mouillet, il était sénateur, effectivement. Il a été retrouvé ivre-mort, mais surtout, bon, ça, c'est triste, en fait. Mais surtout, c'est qu'il y a eu des policiers, des gens, enfin, le SAMU qui est arrivé, au nom police secours, je pense. Il y a des policiers qui sont venus le remonter, et il paraît il a vociféré, il les a insultés. Alors, à ce moment-là, il y aurait eu, je ne sais pas si c'est un pompier ou un policier qui, je pense, lui aurait retourné une paire de claques, je pense. C'est un truc comme ça. Donc après, je crois qu'il va porter plainte pour voie de fait. Enfin, en attendant, les policiers ont été quand même obligés de lui passer les menottes. C'est quand même pas banal pour un sénateur qui, par ailleurs, vociférait et disait qu'il allait tout raconter à Retailleau. Moi, j'imagine Retailleau, quand on est venu lui apporter de l'information, alors qu'il était englué jusqu'au cou dans ses affaires de oui, il prétend maintenant avoir subi une terrible agression. Voilà. Et pour en revenir à Borloo, j'ai entendu ça, j'ai entendu parler d'Emmanuel Mignon. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Emmanuel Mignon, qui avait été chef de cabinet, directeur de cabinet de Nicolas Sarkozy, ministre des Sports, et puis, alors qui est une haut fonctionnaire. Je crois qu'elle a été quand même condamnée à de la prison là récemment, donc c'est pas forcément génial de la nommer à ce titre. Et puis bon, je pense qu'il y aurait peut-être aussi des chansonniers qui se mettraient sur le coup. Entre Emmanuel Macron et Emmanuel Mignon, ça serait un petit peu bizarre. On a entendu parler aussi du fils Revel, vous l'avez vu, de Jean-François Revel, de l'ancien éditorialiste et de, je crois, Claude Sarraute, il me semble. Donc il y a un certain Nicolas Revel, donc j'ai vu des portraits en pied là dans la presse sur CNews hier soir. Ah, je ne savais pas. On connaît Ricard évidemment, un des fils Revel, mais pas celui-ci. Oui, qui est bonze. Qui est bonze, lui. Il est bonze. Il a embrassé le bouddhisme. Absolument. Ouais. Il est le traducteur d'ailleurs du Dalai Lama. Voilà, il est devenu lama, comme Serge Lama, mais lui en termes de fonction. Et puis alors, il y a effectivement l'hypothèse, c'est un gouvernement, le Cornu 2. Oui. Alors, je ne parle même pas des gouvernements que l'on anticipe à gauche, c'est-à-dire qu'Olivier Faure caresse le projet, lui, ce qu'il anticipe, c'est un gouvernement Olivier Faure. J'ai vu que Marine Tondelier verrait bien un gouvernement dont le Premier ministre serait Marine Tondelier, justement. Donc qui s'essaye de se pousser un petit peu du col. Mais bon, à mon avis, on n'est pas sorti de l'auberge dans cette histoire. Parce que si d'aventure, il renomme Sébastien Lecornu 2, d'abord, ça va faire
enfin, ça va être ridicule. Deuxièmement, ce qui est arrivé une fois peut revenir. C'est-à-dire que s'il est de nouveau sous pression, peut-être que le Cornu peut répéter une durite dans un mois, je ne sais pas. Et puis surtout, bah, ça règle pas la question, en fait. Parce que la question, c'est qu'il y a quand même une majorité. Certes, les députés ne veulent pas de dissolution, mais il y a une majorité des Français qui la souhaitent, la dissolution, et qui veulent le départ de Macron. Voilà, donc on a. Alors j'ai vu là, il y a un truc qui m'a fait rigoler. Je ne suis pas toujours très tendre avec elle parce qu'elle mérite qu'on lui dise son fait. Je parle de Madame Le Pen parce que le Rassemblement national a encore une fois sauvé la peau de Macron en refusant la procédure de destitution lancée par LFI. Et donc ça, c'est absolument scandaleux. Enfin, vraiment, le Rassemblement national protège davantage Macron que ne le fait Édouard Philippe maintenant. Édouard Philippe a demandé le départ de Macron, alors que le Rassemblement national ne demande pas la démission de Macron et bloque les procédures de destitution. Donc, de façon tout à fait objective, le Rassemblement national est un allié beaucoup plus sûr de Macron que ne le sont Édouard Philippe ou Gabriel Attal. Mais il y a quand même quelque chose qui m'a fait rire, c'est quand Madame Le Pen a dit qu'elle en avait marre maintenant, elle censurait tout. Il y en avait assez de cette pantalonnade. Donc moi, je pense qu'on est quand même. Macron ne veut sans doute pas dissoudre, mais est-ce qu'il va trouver le Premier ministre qui va permettre de surmonter tout ça? Moi, je n'en suis pas sûr du tout, parce que je pense que c'est la solution est. Enfin, c'est au-delà de la capacité d'un homme. Peut-être l'idée de quelqu'un pas du tout politique, voilà, quelqu'un qui serait une espèce de fonctionnaire un peu gris pour faire voter le budget, c'est possible. Alors, vous avez la dernière information, c'est que Macron va recevoir à 14h30 à l'Élysée l'ensemble des chefs de parti, sauf RN et LFI. Donc voilà. Il essaie cet élargissement du bloc central qui va des communistes jusqu'à LR. C'est amusant. Ça ne veut rien dire. Ça n'a aucun. Voilà, c'est ça. Ça ne veut rien dire du tout. D'ailleurs, M. Macron a confié à M. Lecornu, pendant 48 heures, donc il lui a demandé de faire une plateforme d'action et de stabilité. Moi, j'appelle ça une passe. Hein. Voilà. Il lui a demandé de faire une passe. Une plateforme d'action et de stabilité. Ça ne veut rien dire, en fait. Oui, c'est ça. La passe. En acronyme. Est-ce que derrière ça, il n'y a pas à la fois une sorte de coup d'État institutionnel de la part de Macron, c'est-à-dire il n'y a pas de ministre, il n'y a pas de Premier ministre ou des démissionnaires, mais ça ne m'empêche pas de gouverner seul ou avec l'aide de McKinsey et de Bruxelles, en disant finalement, avec Bruxelles, on est dirigé, la société française est régulée, et il n'y a pas besoin de gouvernement. On en est presque là. Les gens vont se dire, mais après tout, il n'y a pas de gouvernement, mais alors qu'est-ce qui arrive? Rien. C'était la remarque que je m'étais faite, c'est que il y avait pendant 27 jours, on a eu on a eu Sébastien Lecornu qui était Premier ministre. Il n'y avait pas de ministre. Bon, il se passait rien, voilà. Et puis finalement, on n'était pas plus malheureux. Hein. Ça permettait d'éviter d'avoir des déclarations. Si on avait un petit peu moins de déclarations venant de gens style Aurore Berger ou Madame Pannier-Runacher, c'était toujours ça de prix. Hein. Rappelez-vous qu'en Belgique, ils sont restés pendant 1 an sans gouvernement. Mais je trouve que vous avez raison parce que je pense qu'on peut élargir le propos. Dans le monde occidental, en tout cas dans l'Union européenne, on a l'impression que dans un certain nombre de pays, les responsables politiques ne se sentent plus contraints par les textes les plus fondamentaux. Ça a commencé par la France. Hein, je rappelle quand même que ça, c'est un point important. Il y a des gens quand ils m'écoutent, il y a des gens qui disent « Oh non, mais vous les souverainistes, vous êtes complètement en arrière de la main, vous êtes des nostalgiques, etc. Vous êtes complètement marginaux. » Alors déjà, je réponds que nous, on n'est pas souverainistes. Nous, on est un mouvement de libération nationale parce que le mot souverainiste couvre tout et n'importe quoi. Hein, j'ai vu encore récemment, ça se déchire beaucoup du côté droit.
Ils sont tous avec des invectives à s'envoyer à la tête. Et donc, j'ai vu des gens qui considéraient que Mme Le Pen était souverainiste, que M. Zemmour était souverainiste, que Mme Marion Maréchal était souverainiste. À la limite, pour beaucoup de gens, il suffit de tenir des propos un peu patriotiques et de brandir un drapeau bleu, blanc, rouge pour qu'on soit souverainiste. Bon. Donc, c'est un mot qui ne veut pas dire grand-chose. Donc, souverainiste, donc extrême droite, donc voilà. Complotiste. Oui, absolument. Ils ont avec un trait d'égalité. Mais il n'en demeure pas moins que quand on parle de la souveraineté nationale, c'est quand même pas une vieille lune, c'est le titre 1 de la Constitution. C'est-à-dire que la Constitution française actuelle, c'est le titre 1 de la souveraineté. Et le président de la République est le garant de l'indépendance nationale. C'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, si on est dans l'Union européenne, à qui on a confié tout, on n'a plus de souveraineté en matière monétaire, on n'a plus de souveraineté en matière quasiment budgétaire, puisque on doit obéir aux injonctions des grandes orientations des politiques économiques de la Commission européenne. On n'a plus de souveraineté dans toute une série de domaines industriels, sanitaires, alimentaires, diplomatiques, militaires, etc. Donc, en fait, la Constitution est violée. Et c'est uniquement parce que le Conseil constitutionnel n'a pas fait son boulot qu'on est dans cette situation. De la même façon, moi, j'avais publié un dossier en décembre 2018, déjà, pour réclamer la destitution de Macron. Et depuis lors, il aurait fallu l'étoffer parce qu'il a piétiné la Constitution dans un très grand nombre de domaines. Par exemple, sur la guerre en Ukraine, il n'y a jamais eu un débat avec un vote très approfondi, comme il devrait y en avoir très régulièrement, sur les engagements militaires de la France en Ukraine et contre la Russie. Il n'en fait absolument qu'à sa tête. Il décide comme ça, il piétine, il s'arroge des dispositions. Et en faisant ça, d'ailleurs, il ne fait que la même chose que Mme von der Leyen avec l'Union européenne. Mme von der Leyen, c'est coup d'État sur coup d'État. Elle se permet de prendre des dispositions en matière militaire, par exemple, à l'encontre de la Russie, mais jamais vous ne trouverez l'ombre d'un seul article qui lui permet d'avoir cette autorité-là. C'est incroyable. Donc on a au pouvoir, que ce soit la Commission européenne, que ce soit en France, mais dans d'autres États de l'Union européenne, on a affaire à une espèce de génération qui se fiche éperdument et de la lettre et de l'esprit des institutions. Hein, c'est comme par exemple la facilité Draghi là, pour la Banque centrale européenne. Normalement, dans les traités européens, il est absolument interdit que la Banque centrale européenne achète des créances émises par les États. Bon, et c'était Draghi qui avait inventé ce qu'on appelle la facilité Draghi, qui est une espèce de entourloupe à l'italienne, c'est-à-dire qu'il a été considéré que ce qu'on n'avait pas le droit de faire, ce que la BCE n'avait pas le droit de faire, c'était d'acheter des emprunts d'État quand ils étaient émis au moment de l'émission, mais qu'en fait, il avait tout à fait le droit d'en racheter d'occasion, c'est-à-dire sur le marché secondaire, lorsque des investisseurs qui ont acheté des obligations assimilées du Trésor français, bien pour un arbitrage de leur portefeuille, décident de les revendre sur les marchés financiers. Il y en a d'autres qui rachètent. Et là, la BCE peut se porter acquéreuse, justement, pour soutenir pour faire baisser les taux d'intérêt. C'est ce qui arrive en ce moment sur la France. Mais tout ça, c'est totalement en dehors des traités. Voilà. Donc, on a affaire à une génération qui est, je ne sais pas, c'est pas la génération Z, c'est la génération 0, ou c'est la génération doigt d'honneur, comme d'ailleurs a fait la première dame de France. C'est-à-dire, en fait, il se fiche éperdument et de la lettre et de l'esprit des institutions. Alors, effectivement, là, on voit que le problème de fond, c'est que Macron ne veut pas respecter la démocratie. Voilà, c'est tout. C'est que lorsqu'il a fait la dissolution, il s'est ramassé un râteau. Enfin, je veux dire, et c'est vrai que cette Assemblée nationale, elle est très difficile parce que sa composition, d'ailleurs, a été truandée aussi. Faut pas oublier que si la composition de l'Assemblée nationale est comme elle est, c'est parce qu'il y a eu des accords contre nature qui ont eu lieu. Hein, rappelons-nous que quand même, il y a eu l'affaire de la castorisation, hein, c'est-à-dire le Front républicain contre le Rassemblement national. Au nom de cette castorisation, vous avez eu LFI qui a appelé à voter en 2024 pour des parlementaires LR. Madame Borne, si elle est députée, c'est parce qu'il y a des électeurs de LFI qui ont voté pour elle. Bon, et réciproquement.
Hein, il y a un certain nombre de dirigeants de LR qui ont appelé à voter pour des LFI contre le Rassemblement national. Donc il y a eu, si vous voulez, il y a une surreprésentation de LFI, par exemple, ou de LR par rapport à ce qu'aurait dû être le jeu normal de la politique, c'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu cette histoire sempiternelle du Front républicain contre le RN, qui honnêtement est une plaisanterie de garçon de bain, parce que le RN d'aujourd'hui, il dit la même chose que Macron dans tous les domaines, donc c'est quand même incroyable. Mais s'il n'y avait pas eu ça, on aurait peut-être une Assemblée nationale où le RN aurait eu plus de députés, où LFI en aurait eu moins, etc. On aurait peut-être des choses un petit peu plus clarifiées par rapport à ce que ça a été. Et ce que je dis là est très important parce que lorsqu'on voit M. Olivier Faure qui roule des mécaniques en disant c'est à nous que doit revenir le Matignon, il faut quand même se pincer. Je rappelle que à l'élection présidentielle, Anne Hidalgo, la candidate du PS, avait fait 1,7%. C'est d'ailleurs finalement à peine plus que ce que nous on fait. Moi, je vais réclamer d'avoir Matignon. Enfin, c'est incroyable. Le PS, il a fait à la présidentielle 1,7. Donc normalement, et pareil pour les Verts, ils ont fait du style 3%. Donc ça vient complètement perturber le jeu de la démocratie. En fait, Macron, en tordant les élections, en tordant les textes, en jouant sur les vanités humaines à l'intérieur du Parlement, il essaye de faire en sorte que, alors qu'il est rejeté par 86% de la population, hein, le dernier sondage en date, le sondage ELAB qui est sorti, montre qu'en termes de confiance, il est tombé à 14%. On n'a jamais vu pire. Il a atteint le pire niveau de ce qu'avait atteint François Hollande. Ça veut dire qu'il y a quand même 86% des Français qui ne lui font pas confiance. Il y en a 58% qui ne lui font pas du tout confiance. Il y en a 75% qui veulent une démission et à peu près autant qui veulent une dissolution. Il ne fait rien de tout ça et il profite de ce que la Constitution est très protectrice du statut du président de la République pour mener à bien une politique qui est rejetée par une énorme partie de la population. Donc on voit bien que même s'il trouve un Premier ministre, même si finalement il le renomme le Cornu 2, ce qui serait quand même, à mon avis, quand même un peu audacieux, ça va pas durer très longtemps. C'est-à-dire qu'ils vont peut-être voter le budget, parce qu'il faut quand même qu'il y ait un budget qui soit voté. Ils vont peut-être voter je ne sais quelle encore réforme du statut de la Nouvelle-Calédonie, sur lequel il faut être très, 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 très attentif, parce qu'il y a quand même une volonté chez certains de brader cet atout monstrueux pour nous, qui est la présence de la France dans le Pacifique Sud, là où se passe tout, enfin, entre la Chine et l'Australie. On a la chance extraordinaire d'avoir un territoire important qui, par ailleurs, est le troisième producteur mondial de nickel. On a confié la gestion de ce truc-là à Manuel Valls. Bon, c'est vraiment du sabotage dans tous les domaines. Mais une fois que ces affaires-là auront été réglées plus ou moins bien, on va se retrouver, à mon avis, début 2026 ou au moment des élections municipales, on va se retrouver de nouveau devant des problèmes majeurs de légitimité démocratique pour le gouvernement. C'est indéniable. C'est absolument indéniable. Donc, un gouvernement, on verra. En tout cas, normalement ce soir. Il y a une réunion d'ici là. Le rejet. Il pourrait peut-être nommer Marlène Schiappa, ça serait. Pourquoi pas? Après tout est possible. Non, enfin, ce qui a été manqué là quand même dans les séquences et qui est passé en partie inaperçu, c'est la motion de destitution et le Rassemblement national qui, par son abstention au bureau de l'Assemblée nationale, eh bien, a fait en sorte qu'il n'y ait pas de débat à l'Assemblée nationale dans l'hémicycle, ce qui aurait quand même ce qui aurait un peu fait monter en octave la situation politique avec un vrai débat sur l'éventuelle destitution, même si ça n'aurait peut-être pas abouti, mais sur la destitution de Macron. Là, il y a une responsabilité immense du Rassemblement national. Hein. Ah oui, je l'ai dit tout à l'heure, je suis 1000 fois d'accord. On se demande ce qu'il faudrait que Macron fasse pour que le RN se décide à lancer la destitution. Je ne sais pas, c'est incroyable. Parce que là, il y a quand même une très très grave responsabilité.
Si on continue comme ça, bon, bah, la France est en train de se détruire lentement, mais sûrement, bon, à la limite. Mais Macron peut quand même aller dans le décor et nous entraîner dans un conflit ouvert avec la Russie. Parce que ce qui se passe en ce moment avec la Russie, Alors avec justement, toutes ces rumeurs sur ces drones qui auraient survolé ici et là, alors que quand vous parlez à des militaires, la plupart des spécialistes disent que tout ça, c'est du pipeau et qu'il y a pas de drone russe. Ça paraît extrêmement bizarre. Ça a l'air d'être beaucoup des opérations sous faux drapeau. Tout ça est quand même qui ont cessé très avec la inquiétant. crise politique. En plus, alors voilà, les drones, il n'y a plus de drones depuis qu'il y a une crise politique. On peut imaginer que les drones vont revenir après la formation du gouvernement. Voilà, c'est exactement ça. Il y a des choses parfois qui apparaissent ou qui disparaissent. C'est pareil pour le Covid, hein. On avait Ah oui, recommencé le Covid, et puis là, comme il y a une crise politique, le Covid va faire antichambre pendant 15 jours, 3 semaines, et puis il reviendra. Frankenstein. Mm. Frankenstein va attendre dans Mais c'est vrai que l'antichambre. le RN porte une très très lourde responsabilité dans ce domaine, parce que, et bien sûr, j'ai vu il y a des réseaux sociaux qui disent, mais de toute façon, on peut pas voter c'est impossible. Alors, c'est vrai que la destitution du président de la République est quasiment extrêmement difficile à réunir, parce que c'est plus difficile de destituer le président de la République que de changer la Constitution. Voilà. Changer la Constitution, il suffit de réunir les députés et les sénateurs en congrès à Versailles. Il suffit que quelques grands partis leur donnent une instruction, et puis voilà, en voiture Simone, tout le monde vote, et on change ça en 2 coups de cuillère à peau. C'est ce qui s'est passé, par exemple, avec l'inscription de l'IVG. Alors que pour le président de la République, il faut que ça franchisse le bureau. Après ça, il faut que qu'il y ait une instruction qui soit menée. Après ça, il faut qu'il y ait un débat au Parlement, un débat à l'Assemblée nationale, un débat au Sénat. Alors c'est ça qui serait intéressant, c'est qu'il y ait un débat. C'est qu'il y a Bien un sûr. débat où non seulement devant les télés, non seulement nationales, mais vous imaginez qu'il y aurait quand même un certain nombre de télés du monde entier. On imagine Candace Owen qui aurait mis son grain de sel pour venir voir ce qu'il dit là-dedans. Mais bien sûr, ou bien des télés de pays Elle lui a sauvé étrangers. la mise. Marine Le Pen a sauvé la mise. On se demande bien pourquoi, d'ailleurs. Voilà. Donc parce que même ça n'empêchait pas. Éventuellement, il n'y aurait pas eu la destitution ensuite, mais il y aurait eu un grand déballage. Parce que là, c'est extrêmement protecteur de Macron, ce qu'elle a fait, hein, franchement. Ah oui. De la même Pourquoi? façon que lorsqu'elle a donné son aval à la nomination de Ferrand, de Richard Ferrand à la tête du Conseil constitutionnel. Tout ça, elle a vraiment énormément protégé Macron depuis des années maintenant. Et on peut se demander pourquoi. Oui. Ouais. Alors oui, il y a ce risque de guerre. Peut-être que Macron, d'ailleurs, joue la montre parce qu'il a un calendrier, parce qu'il a un agenda. Je rappelle quand même ce qui est très inquiétant, c'est-à-dire des pays comme l'Italie, l'Allemagne, la France, ont demandé à leurs hôpitaux d'être prêts à accueillir des soldats blessés par centaines, par milliers, et ce pour mars 2026. Et on a l'impression que Macron est en train de jouer la montre avant de passer avec la guerre à la vitesse supérieure, article 16, prise de la totalité des pouvoirs, et puis voilà, c'est terminé. Il verrouille complètement le système. Oui, je ne crois pas trop à cet article 16. J'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer parce que il faut le relire quand même. L'article 16, il a été conçu à une époque où je reviens sur ce que je disais en préambule, où le président de la République s'occupait de l'essentiel et le gouvernement, c'était le Premier ministre. Voilà. Mais comme maintenant, il n'y a quasiment plus de Premier ministre, le Premier ministre est devenu une espèce de directeur de cabinet ou de chef de cabinet du président de la République. En fait, Macron, on est en article 16. Hein. C'est-à-dire que l'article 16, c'est pas de dire le président de la République a le droit d'envoyer l'armée dans les rues et de tirer sur la population et de mettre tout le monde en prison. Ça, c'est pas l'article 16. L'article 16 revient à dire que le président de la République peut diriger lui-même directement les ministères. Donc ça revient un peu à mettre de côté l'intermédiation du Premier ministre. C'est ça que ça veut dire l'article 16, dans cette conception d'origine. Hein. L'article 16, c'est ce qu'avait fait. Il a été actionné une seule fois par De Gaulle au moment du putsch d'Alger. Et donc, il avait mis de côté Michel Debré, et c'était lui qui était devenu, qui avait dirigé l'affaire. Mais je rappelle que l'article 16 ne peut être déclenché
qu'à partir de certaines conditions, il faut notamment qu'il y ait une interruption du fonctionnement des pouvoirs publics. Or, il n'y a pas d'interruption du bon fonctionnement des pouvoirs publics actuellement. À l'époque, quand même, lorsqu'il y avait eu le putsch d'Alger, il y avait quand même tous les départements d'Algérie qui étaient aux mains d'un putsch de militaires qui c'était un séditieux contre le pouvoir palestinien. Donc là, là, il y avait vraiment matière. Deuxièmement, il faut prévenir et demander le conseil, l'avis qui n'est pas un avis liant, donc on peut outrepasser, mais quand même, il faut en parler au président du Conseil constitutionnel, au président des deux assemblées, je crois, etc. Troisièmement, les assemblées se réunissent de plein droit pendant l'article 16. Et quatrièmement, au bout d'un mois, la prolongation de cette mise en œuvre ne peut être autorisée que par le vote du Parlement. Donc je ne vois pas du tout, moi, que même si imaginons que Macron décide de lancer l'article 16 en estimant à tort que d'ailleurs que les pouvoirs publics ne peuvent plus fonctionner, ce qui est faux. Imaginons donc qu'il s'assoit là-dessus, il s'assoit sur les avis du président du Sénat, président de l'Assemblée nationale. Il n'en demeure pas moins que je vois pas ce qu'il peut faire de plus que ce qu'il fait actuellement, puisque c'est déjà lui qui décide de tout. Je veux dire, quand on a un président de la République qui a décidé d'augmenter la dette de la France, il a plus endetté la France en 8 ans, 2 fois plus endetté la France en 8 ans que ne l'avait fait Mitterrand en 14 ans, 2 fois plus endetté, il décide absolument de ce qu'il veut. Donc moi je vois pas très bien ce que ça veut dire l'article 16. Et encore une fois, au bout d'un mois, il y a les assemblées. De toute façon, les assemblées se réunissent de plein droit. Elles peuvent vociférer. On imagine quand même ce qui se passerait. Et puis au bout d'un mois, elles peuvent mettre un terme à cette affaire. Donc, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette vision un petit peu apocalyptique de l'article 16. Je crois en revanche qu'on n'a pas besoin d'article 16 pour être dans la mouise avec Macron, puisqu'il décide déjà de tout. Il a déjà que tout un entourage qui sont complètement carpétoïdes, qui ne s'opposent pas à lui. Et il est possible, effectivement, qu'il nous lance dans un conflit avec la Russie qui est très inquiétant. Quand je vois que cette espèce de Valérie Hayer, vous avez vu ses déclarations à la tribune du Parlement européen. Enfin, elle dit que pour se faire respecter, pour pouvoir être libre, il faut savoir se faire respecter, qu'il fallait monter d'un cran dans le frontal face à la Russie. Enfin, oui. Cette pauvre femme, c'est insensé, en fait. C'est insensé quand on voit l'état de dénuement de la France et de l'armée française par rapport à la Russie. Mais c'est insensé. Et c'est pour ça que, personnellement, je suis scandalisé de l'attitude du Rassemblement national. C'est un véritable scandale. Parce que s'il y avait eu lancée de la procédure de destitution, certes, ça ne serait peut-être pas allé jusqu'au bout, mais ça aurait peut-être pu aussi aller jusqu'au bout. Il suffit, ce qui n'est pas évident, mais c'est avoir 60%, je crois, des deux assemblées. C'est pas non plus absolument impossible. Mais même si ça n'était pas allé jusqu'au bout, comme vous l'avez dit vous-même, il y aurait eu un déballage devant la presse mondiale. Il y aurait des gens qui auraient pu ressortir. On les y aurait aidés d'ailleurs. Hein. L'ensemble des procédures où Macron a piétiné la Constitution. Il y aurait eu un grand débat sur la politique de la France vis-à-vis de l'Ukraine et de la Russie. Il est évident que ça aurait beaucoup entravé Macron. Donc, ça veut dire quand même que si d'aventure il y avait une conflagration militaire avec la Russie et qu'on se ramassait un petit missile Oreshnik, vous savez, sur le coin du museau, Madame Le Pen, Monsieur Bardella seraient les responsables numéro 1 de cette affaire. Au sens où ils n'auraient pas, alors qu'ils en avaient l'occasion, la possibilité justement d'empêcher cela. On va, en tout cas c'est les informations qui filtrent pour ce soir et la nomination d'un nouveau Premier ministre, vers un Premier ministre le cornu bis et un gouvernement technique. Il cherche à neutraliser absolument et gagner du temps, je persiste à le penser, pour aller vers justement cette tension extrême avec la Russie. Et pour ça, ils ne sont pas prêts. Donc il est prêt. Ça n'a pas de sens. Faire un gouvernement technique avec Nunes, et avec toute la bande des technocrates autour de Le Cornu, c'est une volonté, c'est une manœuvre dilatoire
dilatoire. Mais en plus de ça, c'est pas un gouvernement technique, en plus. S'ils étaient techniques, s'ils étaient compétents, mais c'est une bande d'incompétents, enfin, notoires. C'est le pire. En fait, on a l'impression qu'il y a on a l'impression d'une caste d'une 50aine de personnes qui ont un droit de cuissage sur la société française. Voilà. Et que tout ce petit monde se tient, enfin, appartient à la même famille. D'ailleurs, ça percole avec les médias. Donc, vous avez, dans les médias, vous avez comme ça toute la famille Duhamel au grand complet, qui entre Alain Duhamel, Olivier Duhamel, Benjamin Duhamel, mais aussi Madame Oudéa Castéra, qui a été ministre des Sports. Tout ce petit monde appartient à la même famille. On a vraiment l'impression de... Enfin, c'est quand même incroyable. Il n'y a pas mieux que Madame Pannier-Runacher, que on est obligé de se ramasser encore Pannier-Runacher, on est obligé de se ramasser encore Aurore Berger, qui est devenue plutôt la porte-parole d'ailleurs du gouvernement Netanyahou que la porte-parole du gouvernement français. Enfin, je veux dire, elle a fait preuve d'un alignement absolument complet sur tout le narratif de Netanyahou pendant le conflit à Gaza. Il n'y a pas mieux, vraiment. On n'a pas mieux, on ne peut pas reprendre quelqu'un d'autre que M. Lescure, qui est ministre de l'Industrie. On ne pouvait pas me trouver mieux que Bruno Le Maire. Enfin, qu'est-ce que c'est que ça? En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des gens qui vivent dans des réseaux. Hein, ils appartiennent au même réseau, aux mêmes sociétés de philosophie, au même complot, parce que il y a eu cette fameuse photo de le Fillon qui a été trahi en 2017 par Édouard Philippe, Gérald Darmanin, Bruno Le Maire et Sébastien Lecornu, le tout supervisé par Thierry Solère. Vous avez vu, cette photo a beaucoup circulé, y compris dans Paris Match. Et ça s'est passé pendant la campagne présidentielle de 2017, et c'était pas ragoûtant. Hein. C'est-à-dire qu'il s'est passé quoi? Pourquoi il y a eu ce carteron, comme aurait dit De Gaulle, ce carteron comment dirais-je, de parlementaires de LR dont les dents rayaient le parquet, qui a planté un poignard dans le dos de Fillon pour rallier Macron, tout simplement parce qu'ils avaient parfaitement compris que Macron était le candidat de l'oligarchie, et donc ils s'étaient dit bon ben voilà, on va aller le soutenir parce que Fillon va être torpillé. C'est ce qui s'est passé. Donc ça n'a rien de gaulliste, hein, l'attitude de Lecornu. Il est même possible d'ailleurs que Lecornu, qui était le junior là-dedans, c'est peut-être Bruno Le Maire qui lui a dit viens avec nous, et puis viens avec nous Sébastien. J'en sais rien, hein, mais ça expliquerait ça. Par exemple, ce genre de connivence inconnue des Français pourrait expliquer que le pauvre Le Maire, enfin le pauvre Bruno Le Maire, qui ne sait plus, enfin il est il a un peu épuisé sa plume. Hein. Enfin, je pense qu'il va quand même pas faire des romans porno à jet continu, si j'ose dire. Donc, il va là, il donne des cours en Suisse, je sais pas quoi. Il doit s'ennuyer comme un crouton derrière une malle. Donc, à mon avis, il est possible qu'il ait téléphoné à Lecornu en disant écoute, reprends-moi au gouvernement. Et que Lecornu a dû se dire bah oui, c'est quand même grâce à lui que je suis Premier ministre, on va essayer de faire. C'est possible, hein. Ça peut être des raisonnements, mais aussi nuls que ça. Ça peut être aussi nul que ça. C'est une espèce d'endogamie de ce petit monde qui... Voilà, il y a quand même des quantités de gens en France qui pourraient... Si Lecornu avait été gaullien, d'abord, il serait pas macroniste, ni depuis 8 ans. Mais à mon avis, ce qu'aurait dû faire Lecornu, c'est qu'il aurait dû dire je pars d'un budget zéro, d'un gouvernement zéro, c'est-à-dire je vire tout le monde, voilà, et puis je nomme des nouvelles têtes, voilà. C'est ça qu'il aurait dû faire. Et puis il aurait présenté ça à Macron qui n'aurait pas voulu, parce que Macron il a ses protégés, Macron il a dû insister pour que Jean-Noël Barrot reste au ministère des Affaires étrangères. Tout le monde sait que c'est une nullité venimeuse qui est au Quai d'Orsay, mais enfin qui ne fait pas d'ombre à Macron. Donc Macron a dû dire, c'est un des favoris du prince, donc Macron a dû dire, il faut, je protège, je veux absolument qu'il y ait Rachida Dati doit rester à la culture, Barrot doit rester aux affaires étrangères, etc., etc. Donc je pense que c'est comme ça que ça se passe. Et donc, moi, j'aurais été à la place de Retailleau, j'aurais pris un truc tout à fait nouveau, j'aurais changé complètement la donne,
J'aurais proposé d'ailleurs peut-être un poste à des gens style Ciotti, peut-être le ministère de l'Intérieur à Ciotti, peut-être que Ciotti, entre rester fidèle au RN et avoir tout de suite le poste de ministre de l'Intérieur, il aurait peut-être flanché, on n'en sait rien. J'aurais peut-être proposé à Olivier Faure un grand ministère des Affaires sociales, à Marine Tondelier un grand ministère. C'est ce mythe du grand ministère, voilà, pour qu'elle nous fasse un Beauvau de l'écologie, ou bien des assises de la mobilité, comme il y avait eu, enfin des trucs comme ça. Ces espèces de trucs ronflants qui ne veulent rien dire, qui coûtent un bras et dont il ne ressort jamais rien. Mais il aurait peut-être pu choisir ça, ou alors mettre des gens totalement nouveaux. Et puis là, il y aurait eu Macron qui aurait dit non, et à ce moment-là, le Cornu claquait la porte en disant « on m'empêche de... » Ça aurait eu un petit peu de panache, mais c'est pas le cas. C'est pas le cas. Et donc là, quand vous dites un gouvernement de techniciens, non, je sais pas. C'était du temps de Gaulle qu'il y avait des gouvernements de techniciens. De Gaulle, il prenait pas pour son gouvernement, De Gaulle ne prenait pas des politiques. Hein. Ça, c'est revenu, c'est petit à petit, un peu sous Giscard, puis surtout Mitterrand. Mais ça, c'est les poisons et les délices de la 4e République, de prendre des incompétents qui sont des chefs de politique pour avoir des départements ministériels. De Gaulle, il nommait pas des... De Gaulle, il avait nommé à la tête d'EDF, il n'avait pas nommé un politique, il avait nommé Marcel Boiteux, qui était un génie, un normalien, qui était un expert du marché de l'énergie. Et il avait nommé de Gaulle des gens comme... je ne sais pas quoi, il n'y avait pas Jean Charbonnel ou c'était Pompidou à l'industrie, c'était des gens qui étaient inconnus du public. C'était des gens, c'est comme, si vous voulez, un gouvernement de techniciens, c'est comme si, par exemple, aujourd'hui, on proposait le poste de ministre de l'énergie et de l'industrie à quelqu'un comme Henri Proglio. Ça serait un gouvernement de techniciens. Ou si on proposait ministre je ne sais pas moi, ministre du commerce extérieur, alors il commence à être un petit peu âgé peut-être, mais à Louis Gallois, qui a été à la tête d'Airbus, à la tête de la SNCF, qui a été un très grand patron. Vous voyez, ça serait des gens qui auraient un parcours de grands patrons ou des grands scientifiques, qui pourraient être à la tête mais pas des politiques. Mais c'est pas du tout comme ça que, à mon avis, ça va être constitué. C'est un tout petit microcosme. Un petit microcosme, tout à fait. Alors, il y a un petit microcosme, et puis terminé peut-être, François Asselineau, il y a un petit microcosme, mais alors qui fait un tintamarre incroyable de la République universelle. Hier, eh bien, la République du Panthéon accueillait en son sein l'ancien garde des Sceaux de François Mitterrand en 1981. Qu'est-ce que vous inspire l'arrivée de Badinter au Panthéon et les cérémonies d'hier? Fondamentalement, ce que ça m'inspire, c'est d'abord que c'est une distraction. Voilà. Au sens profond du terme, ça vient du latin distraere, c'est-à-dire conduire en dehors. C'est-à-dire que c'est pas le problème, quoi. Tout le monde s'en fout. Le problème, c'est que la France est ruinée, que on risque une guerre nucléaire, que on va vers la fin de la démocratie, qu'il va y avoir le Digital Security Act à l'Union européenne pour surveiller tous nos faits et gestes, que l'agriculture, les éleveurs risquent d'être détruits par l'accord avec le Mercosur, que l'industrie automobile risque d'être détruite par l'interdiction de vendre des moteurs thermiques, des voitures à moteur thermique à partir de 2030, ce contre quoi Merck d'ailleurs vient de protester. Il y a l'effondrement de notre niveau de vie à cause du marché de l'énergie. Voilà. Et on nous mobilise sur quoi? Sur Badinter au Panthéon. C'est vraiment pour faire parler, voilà. C'est vraiment pour détourner l'attention en fait des Français sur les véritables sujets. Voilà. Alors pour le reste, j'ai d'ailleurs regardé ça parce que vous savez que le Panthéon, c'était à l'origine, c'était une église qui avait été construite pour répondre à un vœu de Louis XV qui, pendant
je ne sais pas si c'était pendant la guerre de 7 ans, il était sur un champ, etc. Il avait eu un grave problème de santé. Il était très très malade, malade au point qu'il avait fait venir son aumônier pour recevoir l'extrême onction. Et enfin, je vous passe les détails, mais justement, il avait fait le vœu que s'il en réchappait, ça se passe en 1744, eh bien, il construirait une église en haut de la montagne Sainte-Geneviève à Paris. Je rappelle que Sainte-Geneviève, vous savez, ça remonte à Attila et les Huns qui a protégé la ville de Paris. Et puis, au miracle, il a survécu à cette maladie. La sainte patronne de Paris. Voilà, donc du coup, il a construit cette église, qui a mis du temps, qui a été construite par l'architecte Soufflot, qui a donné son nom à la rue Soufflot. Et donc, ça, c'est dans la fin du règne de Louis XV et pendant le règne de Louis XVI, parce que c'est quand même un grand bâtiment. Et puis, lorsqu'il y a eu la Révolution française, en 1791, à quelques mois près de la première constitution, celle qui invente la souveraineté nationale, justement, qui transforme le roi de France, qui n'est plus que roi des Français, à peu près à ce même moment, donc on a un processus révolutionnaire avec toute la grandiloquence qui va avec, et qui décide de changer la destination de cette église Sainte-Geneviève en un panthéon. Panthéon, ça veut dire tous les dieux, hein, en référence au monument qui existe à Rome, où on vénérerait le souvenir des grands hommes. Voilà, d'ailleurs. Alors, bon, il y a eu des hauts et des bas, parce qu'après, lorsqu'il y a eu la restauration, après l'épisode napoléonien, Louis XVIII a restitué ça au culte catholique. Et puis après ça, lorsqu'il y a eu la monarchie de Juillet, Louis-Philippe, je crois, a réouvert ça comment dirais-je, comme sépulture, voilà. Et puis après ça, sous la deuxième révolution aussi, sous le Second Empire, ça a été refermé pour être donné au culte catholique. Et puis c'est la Troisième République qui l'a de nouveau ressorti. Voilà. Avec, vous savez, sur le fronton, il y a marqué cette phrase « Aux grands hommes, la patrie reconnaissante », phrase qui d'ailleurs a mis en colère Madame Borne récemment, puisque elle juge de la haute importance de changer elle trouve qu'il ne faut pas mettre aux grands hommes la patrie reconnaissante. Voilà. Donc il faudrait mettre peut-être un truc du style au grand Yel, vous savez, I-E-L. Oui, c'est ça, au grand Yel. Les grands, ou à toutes celles et ceux, la patrie reconnaissante. Bon, bref. Alors, là-dedans, je me suis amusé à regarder, c'est quand même très intéressant parce que sous la Révolution, il y a eu 6 personnes qui ont été mises au Panthéon, dont 4 ont ensuite été dégagées. C'est quand même... Il y a eu Mirabeau qui avait été placé puis qui a été retiré. Il y a eu Marat qui avait été placé, vous savez, celui qui a été assassiné par Charlotte Corday, qui a été placé puis qui a été retiré. Il y a Le Pelletier de Saint-Fargeau, et puis le quatrième, j'ai oublié qui c'était. Voilà, donc il y a quand même un peu incertitude. Ça varie au gré des régimes, en fait, des régimes politiques. C'est ça. Et puis, après ça, donc, ça a été sous la Restauration, ça a été rendu au culte catholique. Et puis, donc, en fait, il faut la grande période, c'est entre les deux. Excusez-moi, j'ai oublié Napoléon. C'est Napoléon, surtout, qui a fait de ce panthéon un truc dédié à son culte et à son régime. Lui, il a fait entrer, je crois, 40 ou 46 personnes, Napoléon Ier, et c'est lui qui décidait, parce que du temps de la Révolution, c'était l'Assemblée parlementaire. C'était les parlementaires. Napoléon, il a dit, c'est moi qui décide, et donc il a fait entrer, je crois, plus de 40, 42 ou 46 personnes, enfin décédées, bien sûr, au Panthéon. Et puis, après, donc, ça se calme, avec les événements de 1848, après le coup d'État, donc sous le Second Empire, il n'en est plus question, et puis ça revient avec la Troisième République. Et j'ai regardé sous la Cinquième République, donc tout ça est très intéressant. Sous la Troisième République, c'était les parlementaires qui décidaient de l'entrée de quelqu'un au Panthéon. Et c'est sous la Cinquième République, c'est De Gaulle qui, bien que ça soit pas très clair juridiquement, c'est De Gaulle qui a décidé souverainement de faire entrer les cendres de Jean Moulin au Panthéon en 1964. Et alors déjà, on voit qu'il y a... là, c'est Macron qui décide tout seul.
alors que ce soit sous la Révolution, que ce soit sous la Troisième ou la Quatrième République, normalement, c'est l'Assemblée nationale qui devrait, je crois, le faire. Deuxièmement, j'ai regardé la liste. Sous la Ve République, Charles de Gaulle, en 10 ans de temps, on en parlait tout à l'heure, il a fait entrer une personne, Jean Moulin en 64, qui c'était en fait un peu pour le 20e anniversaire de la libération de Paris. Et puis il y avait peut-être des arrière-pensées, mais que j'ai pas le temps ici d'expliquer. C'était peut-être un petit signal envoyé aux Américains, mais ça c'est mon avis personnel. Mais ensuite, Pompidou a fait entrer personne, Giscard n'a fait entrer personne, et en fait, on arrive aux années Mitterrand, et Mitterrand, lui, a fait entrer sept personnes au Panthéon. Donc on voit bien qu'il y a ce côté grandiloquent et de la gauche, en fait. Hein. D'ailleurs, Mitterrand, rappelez-vous, le 10 mai 81, après avoir pris ses fonctions à l'Élysée, l'après-midi même, ou en soirée, il était allé justement au Panthéon en train de déposer une rose rouge sur le catafalque de Jaurès, peut-être de Victor Schœlcher, celui qui a aboli l'esclavage en 1848, peut-être sur je ne sais plus qui encore. Donc, c'est Mitterrand qui a redonné du panache à ça. Chirac a fait, je crois, entrer 4 personnes, Sarkozy 0, Hollande 4 et Macron, on en est à 7. Donc vous voyez qu'il s'agit. Bon, on a l'impression que moins ils ont de pouvoir, plus ils font entrer de gens au Panthéon. Voilà. C'est une espèce, si vous voulez, on se donne un genre, on fait genre, hein, comme disent les jeunes aujourd'hui, parce que pendant qu'on fait entrer au Panthéon, Simone Veil ou Manouchian, etc., ben, pendant ce temps-là, on se donne le genre d'être résistant, d'avoir des valeurs. Alors, il y a eu en plus de ça une tendance de plus en plus marquée à favoriser des minorités, des choses comme ça. Hein. C'est que il y a, on a vu Simone Veil, qui d'ailleurs a été enterrée avec son mari, Antoine Veil. Moi, je le connaissais, Antoine Veil, il était de l'inspection des finances. Ça me fait tout chose quand je pense que mon voisin de bureau est maintenant enterré au Panthéon. Donc c'était parce qu'ils ont enterré le couple. Bon. Et puis, on voit que c'est devenu très... Enfin, ça a toujours été très idéologique, mais c'est devenu très idéologique. Ouais. Il a fallu avoir des Noirs, donc on a mis au Panthéon Alexandre Dumas, puis Joséphine Baker. Joséphine Baker, c'est assez justifié, je trouve, parce que elle était résistante, etc. Mais on voit bien que l'idée, c'est pas ça. Et là, Badinter, c'est un message envoyé sur sur notamment l'abolition de la peine de mort, et puis un message envoyé à la communauté LGBT. Il me semble d'ailleurs que Macron, je crois qu'il s'était mis dans la tête de mettre, à destination justement de la communauté LGBT, il s'était mis dans la tête de mettre au Panthéon... Verlaine. Verlaine et Rimbaud. Oui, voilà, Verlaine et Rimbaud. Et ça avait soulevé une bronca chez les ayants droit, qui avaient trouvé ça tout à fait inadmissible. Donc, ça marche pas à tous les coups. On voit bien que c'est une utilisation idéologique qui se cache derrière. Alors moi, qu'est-ce que vous me demandez? Moi, tout le monde peut avoir son avis sur Badinter. Moi, je trouve que je sais quels sont les reproches qui lui sont faits. Il y a un reproche déjà, c'est qu'on n'a jamais demandé aux Français s'ils étaient d'accord pour l'abolition de la peine de mort. Parce que c'est quand même, à mon avis, tous ces sujets sociétaux, c'est quand même des sujets sur lesquels les Français pourraient trancher. Hein, moi, je suis favorable au RIC, et je me dis que c'est des sujets sur lesquels on pourrait trancher. Voilà. Et contrairement à ce que l'on assure, oui, il y a une tendance abolitionniste dans le monde entier, mais qui n'est pas totalement... il y a des pays, et non des moindres, que ce soit la Russie, la Chine, les États-Unis, le Japon, etc., où la peine de mort existe toujours. L'Arabie Saoudite, c'est pas forcément des modèles, mais les États-Unis nous sont toujours donnés en modèle, et là, on n'en parle pas. Moi, je sais que Badinter, quand j'étais étudiant, il avait fait beaucoup pour l'abolition de la peine de mort. Il m'avait plutôt convaincu quand j'étais à cette époque. J'avais lu tout ce qu'il avait. J'avais trouvé ça plutôt convaincant, mais c'était porter la réflexion à un niveau transcendant, théologique quasiment. Bon,
Mais j'avoue qu'ensuite, la maturité venant, je suis moins convaincu de la justification absolue de la peine de mort, de l'abolition de la peine de mort. Parce que, alors il y a toujours les mêmes arguments, ça n'est pas dissuasif, mais on n'en sait rien finalement, si c'est pas dissuasif. Parce que ce qui est vrai, c'est que on peut pas dire que l'insécurité a baissé avec l'abolition de la peine de mort. On a une explosion de l'insécurité. Alors certains diront ça n'a aucun rapport, peut-être, mais enfin on n'a pas prouvé le contraire non plus. Et il y a des crimes quand même, des crimes absolument épouvantables, que ce soit les actes de terrorisme purement gratuits. Je pense par exemple, alors il a été tué pendant l'attentat, mais celui qui avait fait avec une espèce de camion bélier, vous vous rappelez, sur la promenade des Anglais, a fait, je sais pas, 80 morts. Oui, tout à fait. Alors, imaginons qu'il ait été arrêté vivant, on n'aurait pas pu le condamner. Jusqu'à la fin de ses jours, la collectivité nationale lui paierait. Enfin, c'est vraiment tout à fait contestable du point de vue des idées générales. De la même façon que les crimes il y a des crimes particulièrement épouvantables, notamment tout ce qui est les enfants, les petits-enfants, ou bien, à contrario, les personnes extrêmement âgées, extrêmement vulnérables. Donc il y a des crimes particulièrement odieux. Moi, je trouve que, en tout cas, je pense que ça devrait être le peuple français qui décide, en fait, et qui peut changer la vie, qui peut l'imposer, voilà. Alors, on en a fait une espèce de totem de cette histoire. À mon avis, il y a beaucoup plus grave, finalement, que l'entrée de Badinter au Panthéon. C'est le crime d'entre les crimes, c'est celui qu'a commis François Mitterrand en faisant entrer au Panthéon Jean Monnet. Voilà. Alors moi, quand je vois Jean Monnet, d'ailleurs, je suis allé au Panthéon il se trouve que j'y suis allé il y a peut-être un an, et il y avait, j'ai noté que dans la crypte, c'est des petites cryptes en fait, une petite crypte où il y a le catafalque, le tombeau de Simone Veil et Antoine Veil. C'est dans le même endroit qu'il y a Jean Monnet. Et on ne peut pas y aller. Les particuliers ne peuvent pas y aller. Peut-être qu'ils ont peur qu'il y ait du vandalisme, c'est ça. C'est ça. Des profanations. Ou des profanations. Mais Jean Monnet au Panthéon, aux grands hommes de la patrie reconnaissante, alors que c'était quand même un agent américain qui est à l'origine de la destruction du pays. Enfin, c'est vraiment... faut avoir tout le cynisme d'un Mitterrand pour dire ça. Quand je pense que Jean Monnet est au Panthéon et que De Gaulle n'y est pas, si vous voulez, voilà, moi je trouve ça extravagant. Donc voilà. Je signale d'ailleurs au passage, mais je l'ai dit tout à l'heure, qu'il y a eu plusieurs personnes qui ont été mises au Panthéon qui ont été retirées. Voilà ce que m'inspire tout ceci. Mais je pense que c'est en fait un faux débat, quoi. Et puis on voit en fait que les Français s'en fichent éperdument, quoi. Bien, les Français s'en fichent éperdument. C'est vrai qu'il n'y avait pas foule, contrairement à ce qu'on a essayé de nous faire croire, les médias hier sur ce sujet. Bon, bah écoutez, on va suivre la suite de l'actualité. Je pense qu'il y a beaucoup de choses. Il faut en prendre conscience et une évolution dont on se demande comment tout ça va se terminer avec, je pense, une augmentation finalement des raisons pour les Français d'être particulièrement non seulement en colère, mais devraient être déterminés à changer au plus vite la donne. Et c'est là que nous aurons besoin, j'en suis persuadé, appelons-les, ne les appelons pas souverainistes ni patriotes, mais en tout cas de ceux qui ont encore la France à cœur. Et François Asselineau en fait bien évidemment tout à fait partie. Il est dans cette première ligne justement de ceux qui se battent pour la France. C'est un amoureux de la France, François Asselineau. Je tenais à le témoigner personnellement. Merci beaucoup, mon cher François, pour cette matinale, ces échanges et toute cette érudition. On en a même appris un peu plus sur le Panthéon. Si je peux dire un tout dernier mot, je trouve quand même que dans tous les événements qui se passent, on a un peu l'impression d'un nœud coulant, à la fois pour Macron et pour les européistes. C'est-à-dire que je le vois, on a le vent en poupe. On le voit, moi je le vois, on a fait des universités où il y avait beaucoup de monde. Il y avait 800 personnes à nos universités. En revanche, on avait 2 à 3 fois plus de monde que les rassemblements de M. Glucksmann
qui lui a eu droit à tous les médias. Bon. Ah oui, oui. Voilà, tous les Et médias. et qu'il y aurait 17 ou 18% dans les sondages. Voilà, c'est ça. Mais ça, c'est des sondages bidouillés de M. Dabi, de l'IFOP. Mais c'est incroyable. Donc, alors que nous, c'est le silence radio. Et si vous allez regarder aussi les vidéos produites par monsieur Glucksmann comparées aux miennes, vous allez voir l'audience qu'elles ont. Donc, on voit bien qu'il y a une espèce d'oligarchie qui essaie toujours de nous invisibiliser, moi en particulier, l'UPR et les Frexiteurs, de nous invisibiliser le plus possible. Mais on sent bien, moi je le vois sur les réseaux sociaux, je le vois dans la rue, je le vois un petit peu partout, il y a de plus en plus de gens qui commencent à réaliser qu'on est dans une impasse il y a ce nœud coulant. D'ailleurs, c'est tellement vrai que je vois Madame Le Pen qui très régulièrement, tous les jours, elle pond des tweets, des messages Twitter, et sur ces messages Twitter, elle se plaint sans arrêt des méfaits de l'Union européenne, sur notre agriculture, sur nos libertés publiques, etc. Et à chaque fois, je vois qu'il y a des dizaines et des dizaines maintenant d'internautes qui lui disent mais pourquoi tu veux pas sortir de l'Union européenne? Pourquoi vous ne voulez pas du Frexit? C'est quoi votre problème? C'est comme quand elle tape sur Macron et que par ailleurs elle lui sauve la mise. Donc les Français sont quand même un peuple assez au bout du compte. Il y a quand même chez les Français une tentation de rationalité, et donc il y a quand même beaucoup de gens qui disent voilà, qu'est-ce que vous faites? Moi, je vois que ce discours-là, le fait que la clé de voûte de nos problèmes, c'est pas tous les problèmes, mais la clé de voûte, c'est que c'est pas nous qui décidons de notre avenir collectif. Franchement, c'est en vraiment phase ascensionnelle. Je mesure vraiment depuis, j'ai créé l'UPR, ça fait 18 ans. Depuis 18 ans, je peux vous dire, et même depuis 2 ans, c'est en croissance verticale, le nombre de gens qui commencent à comprendre que ce que nous proposons, c'est la solution. Bien, écoutez, que les choses continuent ainsi et ça croisse. Merci de m'avoir reçu, Nicolas Stocker. Merci, mon cher François. Passez une excellente journée, une bonne fin de semaine, et puis à très bientôt pour continuer à commenter cette actualité riche et en même temps, elle est désespérante, mais comme vous le dites, elle est porteuse d'espoir pour notre famille politique. Merci François, à très bientôt. Au revoir.